Mais merci, cher Jean-Paul Bossan. D'abord, vraiment remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce congrès. On était parfaitement accueillis. On a vu que c'est un vrai succès populaire, en plus, puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Donc, merci à tous ceux qui l'ont organisé. Puis, je forme des vœux pour le congrès de Mâcon. Alors là, vous avez tout l'effet sur le berceau, puisque c'est le président de la commission nationale des SDIS qui va vous recevoir, des départements de France qui va vous recevoir à Mâcon. Donc, je sais que ce sera marqué par le signe de la convivialité. Donc, heureux de vous retrouver à Toulouse, parce que la ville rose s'est transformée, s'est teintée de rouge pendant le temps de ces 3 jours. Donc, heureux de vous retrouver ici. Et je tiens absolument à ce rendez-vous des départements de France avec les sapeurs-pompiers. D'abord, rappelez, vous l'avez dit, monsieur le directeur général de la sécurité civile, d'abord, je vous félicite pour cette nouvelle fonction que vous venez de prendre. Je veux rendre hommage aussi à l'action de votre prédécesseur qui a été à l'écoute. Et donc, je veux le dire aujourd'hui. Vous avez évoqué que c'était un métier à risque. Certes, il y a moins de morts dans l'exercice des fonctions, mais je veux vraiment qu'on rende hommage à tous ceux qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Il y en a plusieurs. Ils étaient presque une dizaine à nous quitter. Donc, j'ai une pensée pour eux. J'ai une pensée aussi pour leurs familles. Parce que quand on s'engage dans les sapeurs-pompiers, on ne s'engage pas que soi-même. On engage aussi l'ensemble de sa famille. On parle beaucoup du temps disponible pour agir, pour être aux côtés, pour protéger nos compatriotes. On parle moins d'un temps qui est de plus en plus indispensable. Vous avez parlé vous-même, monsieur le directeur général, de professionnalisation du métier. Et nous avons ensemble une responsabilité. Et je le redis particulièrement dans ces temps où vous êtes très sollicités par les aléas climatiques. Nous devons aussi protéger ceux qui nous protègent. Les protéger d'ailleurs parce qu'il y a des actes d'agression. On a eu encore quelques exemples d'intervention où vous avez des faits de violence qui sont inacceptables et il faut les sanctionner sévèrement et gravement, mais aussi vous protéger dans l'exercice de nouvelles fonctions et qui présentent des risques importants. Donc c'était cet engagement aussi, je veux rendre hommage à vos familles parce que je sais aussi, en particulier quand on est volontaire, quand on intervient dans son secteur de vie, quand on doit porter secours à des personnes qui sont des amis, des collègues, des voisins, évidemment que c'est éprouvant et c'est particulièrement parfois douloureux à vivre. Et ça engage aussi toute la famille. Mais cela, vous le savez, nous sommes attachés, pour vous dire que nous sommes tous attachés au volontariat, cette forme de fraternité aussi qui s'incarne dans l'engagement qui est celui des pompiers de France. Et c'est un des éléments fondamentaux, ce volontariat de la cohésion nationale. Vous l'avez rappelé, je crois que c'est vous, monsieur le préfet, qui l'avez rappelé, l'ancien président d'honneur. Vous l'avez rappelé, c'est le fruit d'une longue histoire. C'est le fruit d'une longue histoire qui s'est forgée où des communautés se sont structurées localement pour porter secours, pour se porter secours. On l'a eu dans le monde de la vigne, on l'a eu dans le monde du vin, mais singulièrement chez les pompiers. Et cette longue histoire, elle est pleine de promesses pour l'avenir. Parce qu'elle vise aussi à ce que l'ensemble de nos compatriotes se saisissent de ce sujet de la sécurité civile. La sécurité civile, ce n'est pas l'affaire simplement de l'État, ce n'est pas simplement l'affaire des services départementaux d'incendie et de secours, ce n'est pas simplement l'affaire des pompiers, c'est une affaire qui doit tous nous engager. Comment demain, face à un changement climatique dont plus personne ne peut contester aujourd'hui la réalité, d'abord pendant les périodes de sécheresse, mais on le voit aussi en Outre-mer, des périodes d'inondation, des périodes extrêmes, des faits aussi tempétueux, des mini-tornades qui concernent nos communes et devant lesquelles nous devons organiser ces réponses. Et je pense vraiment que cette complémentarité, cet attachement que vous avez exprimé les uns et les autres dans les différentes tables rondes, mais au-delà, à ce modèle de sécurité civile fondé à la fois sur des professionnels et à la fois sur des volontaires, ce modèle-là est une garantie d'un mot qui me paraît extraordinairement important et qu'on oublie de répéter et de redire, c'est que la protection civile, elle doit être assurée en tout point du territoire. Pour chacun des habitants, je dis bien en tout point du territoire. Et donc effectivement, l'histoire que nous portons des centres communaux, des centres de secours territoriaux, dans nos anciens chefs-lieux de canton, dans nos cantons, dans nos quartiers, cette histoire-là, elle doit être maintenue parce que sans quoi on arriverait à une iniquité de traitement dans la protection des populations, ce qui serait proprement inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser. Et moi aussi, j'ai encouragé la pratique, la réflexion de zone, puisqu'on l'a vu, après les incendies qu'on a traversés, qui nous ont tous montré qu'on était à la limite capacitaire, monsieur le directeur général. D'ordinaire, le nord descendait dans le sud. Bon, voilà, donc on s'organisait de cette manière-là. Et puis d'un seul coup, on s'est aperçu dans le Jura, dans le Finistère,
dans l'Est. Donc il faut s'organiser évidemment pour que dans des secteurs donnés, nous puissions vivre la zone. Mais je le dis dès maintenant, autant nous devons travailler dans l'esprit de zone, autant je suis attaché, et vous devez l'être avec nous, à la dimension territoriale départementale qui constitue la bonne échelle de la réponse territoriale. Mutualisons, mais gardons la proximité. C'est le vœu que je forme en tout cas pour ce congrès, et je le redirai pour le 130e anniversaire qui marquera une étape très importante. Alors, évidemment, pour dire se maintenir partout sur le territoire, faire face à des nouveaux enjeux qui nécessitent des formations, qui nécessitent aussi des échanges d'expériences. Vous avez parlé du Sud où effectivement ils avaient une certaine antériorité. On connaît tous l'entente qui a été une réponse des départements qui se sont organisés entre eux tout en gardant cette présence territoriale. Ça doit être une source de réflexion pour nous tous. Mais on voit bien que ça nécessite du matériel, mais que ça nécessite aussi et avant tout des hommes. Donc le premier message, et c'est le travail que nous devrons faire, c'est quoi être pompier au XXIe siècle? C'est quoi être pompier? Quelle est sa vocation? Et je le dis, et c'est le premier message que je veux faire passer, on ne peut pas tout demander à nos pompiers. Pour faire simple, vous n'avez pas vocation à vous substituer aux défaillances du système sanitaire notamment, ou aux défaillances de tous les autres systèmes. Évidemment, votre présence territoriale H24, tous les jours de l'année, elle constitue une commodité quand il y a un problème qui se pose. Mais je le redis, et vous avez bien fait d'inviter le ministère de la Santé, il faut vraiment que chacun des corps constitués concourant à l'exercice de la fonction publique exerce pleinement en responsabilité sa mission. Sans quoi, effectivement, on va se traduire par une embolie du système. Et on l'a vu dans beaucoup de départements. Ça a avancé, on s'est tous battus. On a demandé à ce qu'il y ait une contribution financière du service rendu. Mais on voit que ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce service rendu soit contenu dans des limites pour permettre l'exercice de la vocation première pour un pompier qui est d'agir dans l'urgence, de faire face aux risques urgents et de protéger les biens et les personnes. Donc évidemment, ça marche dans certains secteurs. J'ai demandé d'ailleurs à Andrea Cari et à l'ensemble des présidents de département de nous faire remonter les secteurs où ça ne marche pas. Il y a encore de la résistance financière pour les ARS à participer financièrement, des discussions sur la qualification, alors qu'elle devrait quand même être simple et qu'on a forgé un cadre juridique permettant quand même de simplifier le système. Il y a de la résistance aussi sur la comptabilité des gestes conduits par les pompiers au service de la santé publique. Et donc effectivement, nous devrons redéfinir ce périmètre parce que nous devons donner le meilleur de vous-même dans ce qui est le cœur de votre engagement, c'est-à-dire le secours à victimes, la lutte contre l'incendie et aujourd'hui les phénomènes exceptionnels devant lesquels vous êtes confrontés. Donc il faut qu'on tire toutes les leçons de l'été 2022. Moi, j'ai souhaité que l'État le fait, évidemment, c'est sa responsabilité opérationnelle. Mais j'ai souhaité qu'il y ait un regard d'élu sur quelles leçons on tire des incendies que nous avons connus et du risque de rupture capacitaire de mobilisation que nous avons connu. On a confié une mission à Jean-Luc Glaise et à Andrea Cari pour faire remonter les expériences, pas simplement celles des élus, mais vous savez qu'on a beaucoup travaillé avec vous pendant toute cette période, c'est-à-dire comment les pompiers eux-mêmes l'ont vécu, cet épisode. Comment on a pu gérer aussi la période de tension, parce qu'on voit bien que quand je disais au préalable, protéger le sapeur-pompier lorsqu'il est dans sa mission de protection des risques naturels ou des risques liés à la personne, ça veut dire aussi qu'il faut regarder les risques de tension, de rupture, de personnes qui sont mobilisées, qui parfois mobilisées plus que de raison, ou en tout cas plus que de risques qu'ils prennent à rester sur place parce que, effectivement, nous n'avons pas les moyens. Donc il faut expertiser tout cela. J'ai d'ailleurs demandé à ce qu'on puisse continuer la mission pour que dans un gouvernement attentif, mais qui doit être encouragé à faire mieux, en lien avec les responsables locaux, nous puissions avancer résolument pour l'organisation. Nous avons travaillé dans les zones. Là aussi, je vous demande, monsieur le directeur général, d'expertiser comment ça a fonctionné. Quand dans certaines zones, les présidents de SDIS ou présidents de départements ont été invités 48 heures avant pour une réunion rapide, sachant que nous allions faire le bilan avant la fédération sur ce qui s'était passé, ce n'est pas une façon saine de fonctionner. Nous devons ensemble expertiser la mutualisation éventuelle, mais je le répète, la dimension zonale ne peut pas se faire au détriment de la gouvernance qui doit rester une gouvernance départementalisée
et mutualisée au plan national et zonal. Voilà la conviction et la conception que nous avons de cette nouvelle organisation pour répondre aux risques devant lesquels nous sommes placés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une zone d'accalmie et je me réjouis, monsieur le directeur général de la sécurité civile, de vous avoir entendu dire que le risque est là. Je regardais les derniers chiffres. L'été s'est mieux passé. Mais les signaux d'alarme sont sans équivoque. Les surfaces brûlées ce printemps étaient supérieures à celles des incendies de l'été. Supérieures. Ça veut dire que le risque, et le risque lié à la sécheresse, au changement climatique, est devenu une menace qui s'étend dans le temps. Situation automnale, vous avez vous-même dit qu'une quinzaine d'hectares avait nécessité la mobilisation de moyens, ce qui est assez inhabituel en période automnale à mois d'octobre. Et donc, effectivement, ce phénomène-là, et on l'a vu aussi, je l'ai dit, dans l'Allier, dans la Saône-et-Loire, les Alpes-Maritimes, avec des phénomènes violents imprévisibles, il faut y faire face ensemble. Il faut y faire face ensemble dans un contexte financier dont on ne peut pas s'exonérer, qui restera tendu et qui imposera, je le dis, non pas de l'austérité, mais qui imposera de faire des choix de responsabilité et donc de redéfinir quelles sont nos priorités pour continuer à investir. J'insiste sur deux mots. Continuer à investir, on parle beaucoup des matériels, mais moi je pense qu'il faut continuer à investir d'abord et avant tout sur les hommes et les femmes qui contribuent à la sécurité civile. Et donc, l'État doit y prendre toute sa place. Alors je vous ai entendu, on parle de pacte capacitaire. Bon, écoutez, la réponse mérite d'être expertisée, en tout cas d'être prolongée. 150 millions sur quelques années, là où les départements investissent 2,3 milliards d'euros pour la sécurité civile, on mesure comment dirais-je, la progression. Monsieur le président du conseil départemental, cher ami Vincini, vous le disiez tout à l'heure, on mesure le chemin qui reste à faire pour que la solidarité joue. La véritable équité qu'il faut rechercher, ce n'est pas celle de regarder effectivement quels sont les départements et combien ils contribuent par habitant, mais de regarder et d'assurer à chaque département d'assumer la mission qui lui est confiée par la loi, c'est-à-dire l'exercice d'une compétence que nous avons en partage. Nous devons vous doter des éléments matériels. Et là où les départements sont en situation de plus grande fragilité, parce qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes, et c'est le cas maintenant de beaucoup de départements, il faut que la solidarité nationale joue. Donc il y a toujours une forme de tentation, je vous le dis, monsieur le directeur général, comme une invitation de réflexion du gouvernement, il y a toujours la tentation de dire, au motif que nous n'avons pas les moyens dans les départements d'assurer la mission, alors l'État ferait mieux en l'assumant lui-même. C'est une erreur fondamentale. Il faut garder cette proximité. On ne garantira pas une bonne protection civile si les citoyens, la société elle-même n'est pas associée pleinement à la définition et à l'attente. Parce que vous le voyez bien, quand vous intervenez vous-même sur un risque, et lorsque vous repartez au bout de 24 heures, 48 heures, on entend des élus locaux, des habitants qui disent « mais les pompiers devraient rester encore plus ». Quelle doit être la mission du pompier? Qu'est-ce qui doit s'organiser derrière en matière, pas simplement d'élus locaux, d'associations, pour assurer la suite de l'après-crise, la suite de l'intervention? Ça, c'est un sujet aussi qui est devant nous et que nous devons davantage organiser. Donc, quelques lignes forces, et puis après, parce que c'est d'avenir qu'il nous faut parler. Première ligne force de la mission que nous avons ensemble, c'est que les sapeurs-pompiers, qui sont plus que jamais au cœur de la gestion de crise, doivent pouvoir y consacrer toute leur énergie. Donc il faut qu'on continue de vous soulager de toutes les tâches pour vous permettre d'assumer l'essentiel de votre cœur de fonction et de métier. Si les IS sont étouffés par des missions périphériques, ce qui est le cas, on fait tous le point dans nos IS, eh bien, on n'aura rien du tout par rapport au risque, parce qu'effectivement, nous n'aurons pas les hommes et les femmes en capacité d'assumer leur cœur de mission. Vous avez des savoir-faire de plus en plus pointus. Et effectivement, il faut le faire savoir. Et en même temps, dès lors qu'on exerce beaucoup de temps pour la formation, on veut que cette formation, elle serve et qu'on ne soit pas conduit à exercer des métiers qui sont des métiers qui ne relèvent pas des mêmes compétences, ni du même cercle d'intervention, sans quoi vous introduisez une forme de désespérance en disant faire tous ces efforts pour cela, ce n'est pas la bonne façon de reconnaître le savoir-faire qui était acquis. Donc il faudra faire savoir-faire, bien préciser les missions. Et moi, je souhaite qu'on ait un travail de définition, de redéfinition de ce que doit être la mission d'un sapeur-pompier face à l'évolution des crises et à la nature de leurs crises. On ne peut pas faire l'économie de tout cela et renvoyer à la santé sa responsabilité.
y compris financière. Deuxième point, la recherche de la performance, vous l'avez évoqué, les uns et les autres, elle ne doit pas être recherchée au détriment de la résilience. On a un vrai débat autour du réseau du futur, leur coût. Mais au-delà du coût, il faut vraiment qu'on s'interroge par rapport à plusieurs événements qui sont ceux de... Lorsque vous avez une gravité d'un événement climatique, vous pouvez avoir des pertes complètes de réseau. Qu'est-ce qu'on fait? La crise de la ressource énergétique électrique qui peut conduire à des ruptures de réseau, qu'est-ce qu'on fait? Donc je sais que vous avez travaillé pour une réponse alternative au réseau du futur, parce qu'il ne faudrait pas que le plus se transforme à redécouvrir des difficultés simplement à assurer de la liaison, parce qu'il y va de la sécurité des sapeurs-pompiers et de la sécurité de nos compatriotes. Donc recherchons des modes résilients pour que la recherche permanente de la performance ne se fasse pas au détriment de la résilience. Troisième ligne de force, la gestion de crise, elle ne se limite pas à l'action de secours, je l'ai dit. Donc il faut organiser les moyens mobilisables de la gestion de crise au-delà de l'action de secours pour qu'on puisse là aussi bien définir la responsabilité qui est celle du sapeur-pompier de son intervention. Ça veut dire qu'il faudra qu'on réfléchisse territorialement avec l'aide de l'État sur le soutien logistique à apporter à nos pompiers, comme on le mobilise, les moyens matériels, même simplement quand vous avez une commune dont toutes les toitures ont été arrachées par un phénomène climatique, un coup de vent, etc., on voit bien la difficulté que nous avons à trouver du matériel, des bâches parfois, etc. Et donc, effectivement, nous devons travailler. C'est une mission, celle de la sauvegarde des populations, qui est vieille comme nos sociétés, mais elle n'est pas mûre juridiquement. Et moi, je souhaiterais, monsieur le directeur général, qu'on puisse travailler sur cette définition de sauvegarde dès lors que l'action de secours a été conduite. Qui doit faire quoi dans le souci permanent d'apporter une réponse à nos compatriotes. Pour faire face à tous les défis, j'y reviens pas, vous les connaissez, il faut vraiment conduire des actions de sensibilisation à la prévention. Les associations de sécurité civile, les réserves communales et départementales, toutes les initiatives doivent pouvoir fédérer les bénévoles et venir appuyer les services d'urgence, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, SAMU, sous l'autorité du commandant des opérations. Bon, les questions capacitaires, je l'ai dit, je n'y reviens pas, elles ont été posées dans le débat. Bon, 150 millions peut faire mieux, doit faire mieux, l'État. Donc je l'aurais dit, je l'ai dit à la Première ministre, vous le savez, je l'ai dit au Président de la République, nous investissons 2,6 milliards et l'État et le bloc communal 2,1 milliards. Donc vous voyez le chemin à parcourir. Donc pour les engager, je sais que vous avez mis aussi beaucoup de détermination pour que ceux qui avaient anticipé les achats puissent se faire dans de bonnes conditions et puissent être accompagnés, donc au-delà de la prise de décision qui fixait le point d'ancrage de l'accompagnement. Dernier point, je ne vais pas être beaucoup plus long, j'ai lu comme vous le rapport Falco. Bon, moi ça m'a inspiré une simple réflexion, on ne simplifiera pas la gouvernance en la complexifiant, c'est-à-dire en y faisant rentrer de nouveaux acteurs comme les régions. Il y a une question financière, il y a des besoins d'investissement. Mais, mais ces questions financières ne doivent pas remettre en question la gouvernance ou reposer la question de la gouvernance de nos services départementaux d'incendie et de secours, qui est fondée sur une vision départementale et sur un caractère opérationnel fixé par l'État. Je crois que c'est le bon équilibre auquel nous sommes parvenus et il faut vraiment y veiller. C'est important parce que aussi il faudra avoir de nouveau aussi pompiers volontaires qui viennent rejoindre, des professionnels qui viennent rejoindre nos équipes. On a un défi de société considérable. Et je crois que vraiment le travail que vous conduisez, je voulais vraiment vous en féliciter, Monsieur le Président, avec l'ensemble de votre fédération, pour susciter des vocations dans un monde où le repli sur soi face aux difficultés, on le vérifie chaque jour. Donc le dépassement de soi, considérer que le destin d'un pays, sa sécurité globale, mais sa sécurité civile relève aussi de chacun d'entre nous et de son implication. C'est aussi un beau message à faire passer de cohésion nationale. Et la campagne que vous avez engagée, qui était vraiment, moi je l'ai trouvé plutôt sympa à dire vrai. Le livre blanc que vous avez remis hier, en appui des travaux du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, je salue l'action de Christophe Guillotot, le président du Rhône. Donc tout ça est relayé et doit l'être encore davantage. Et pour le relayer, je pense que la maille départementale
est la bonne. Pour terminer, les sapeurs-pompiers dans leur ensemble, professionnels et volontaires en particulier, ont besoin de reconnaissance. On a assumé ensemble, fédération, département, nos responsabilités. L'an dernier, je le rappelle, on a envoyé des signaux forts, la revalorisation de la NPFR, à notre initiative commune, Monsieur le Président. La hausse de l'indemnité horaire de volontaires, à l'égal de la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Bon, ça fait 3 ans que ça évolue de façon significative en faveur des volontaires. Je n'oublie pas non plus les professionnels qui ont bénéficié de récentes avancées. Mais au-delà, vous le voyez bien, pour les personnes comme pour les matériels, c'est la question du financement qui nous est directement posée. J'ai redit à Madame Borne, à la Première ministre, que les départements de France demandent avec insistance, et je le redis encore ce matin devant vous, à la ministre, la mise en place et l'installation pérenne, de manière pérenne, d'un vrai comité des financeurs. C'est-à-dire qu'on se mette effectivement, comme vous l'avez suggéré, le représentant des maires de France, comme vous l'avez suggéré, qu'on se mette autour de la table pour voir comment nous allons assurer le financement de dès lors qu'on en aura redéfini le périmètre, qu'on redéfinisse le financement. Mais j'insiste sur un point, d'abord redéfinir le périmètre des interventions des pompiers, et ensuite assurer le financement. Sinon, on va rentrer dans un monde de confusion. Et que, je le redis, la fonction de pompier, elle est très singulière et on doit revenir à l'essentiel de sa fonction. Donc il faut que ce soit dans un cadre institutionnalisé. On a un débat avec Maire de France, notamment avec les aires urbaines, qui mobilisent une bonne part de nos actions. Quand vous voyez que tout effort supplémentaire demandé au budget des SDIS, il est assuré par les départements, puisque effectivement, la règle veut que le bloc communal soit fixé avec la limite de l'inflation. Ce n'est pas tenable comme modèle. Donc il faut qu'on ait une discussion, notamment avec les aires urbaines. Je ne parle pas de demander aux petites communes rurales qui sont déjà confrontées à des difficultés simplement d'existence du quotidien de participer, mais qu'au moins une réflexion sur des plaques urbaines, sur les métropoles, pour qu'elles puissent elles aussi contribuer au service de nos compatriotes à la sécurité civile. On ne fera pas l'économie de ce dialogue entre nous. Deuxièmement, est-ce que ce sera suffisant? Assurément non. Et donc, il faut qu'on regarde les concours. Donc, on avait la taxe. Je me réjouis d'ailleurs que la fédération ait revu le langage qu'elle a tenu à un moment en considérant que les départements ne redonneraient pas la totalité de la taxe prélevée aux SDIS. Enfin, franchement, ça n'a pas de sens. On a voulu faire jouer tous les rôles à cette taxe. Je rappelle que c'était une fraction. Et quand vous regardez bien la réalité des chiffres, nous multiplions par 2, par 3 et parfois par 10 la fraction de TVA, fraction de taxe, pardon, de CSA qui nous était allouée. Donc surtout ne rentrez pas dans ce débat, parce que si nous revenions à fixer dans son principe la contribution du SDIS sur la part de taxe qui vous revient effectivement, mais on mettrait tout le monde dans le rouge. Donc je me réjouis qu'on ait fait ce travail de convergence de l'analyse. Dès lors, le problème de la taxe est posé. Je vois bien, il y a une partie de la taxe de 100 millions qui va à la CNAF. Assurance et CNAF. Je demande à son expertise et qu'on me raconte. En revanche, au nom du sauvé, il y a un vrai lien entre l'assureur et le service de protection civile, naturellement. Moi, je souhaite l'évolution de la taxe. Je vous ai entendu, monsieur le préfet et président d'honneur, en nous disant travailler d'abord sur le mode de répartition. On a travaillé sur le mode de répartition, évidemment, c'est fondé sur les immatriculations, ça date de 2003. Évidemment, on va pas rester sur le même principe. Mais je ne rentrerai dans la conversation finale que lorsqu'on ne se limitera pas à mieux répartir la tonicité de la ressource, mais son enveloppe. Sinon, c'est trop commode, vous comprenez? Ça revient toujours à faire de la péréquation horizontale. C'est-à-dire que c'est tonique, heureusement que c'est tonique, parce que vraiment, il y a des impôts qui ne le sont plus, notamment les droits de mutation. Nous avons une chute des droits de mutation, il faut quand même vous rendre compte. On perd 20% de nos ressources en ce moment, dans l'indifférence gouvernementale, 20%. Dans mon département, 15 millions d'euros de ressources de moins, 45 ou 50 millions de dépenses en plus en 2 ans qui nous sont imposées. Donc, il y a un moment, ça coince. Donc, on devra vraiment, sereinement, réfléchir à l'évolution de la taxe et en tout cas à l'évolution budgétaire et la participation des assurances. Il faut l'assumer frontalement. Donc, je dis simplement que nous accepterons de regarder la péréquation département de France horizontale que dès lors qu'on aura élargi le périmètre de la ressource. Ça, au moins, je crois que là-dessus, tous les présidents de départements de France me soutiennent.
Enfin, je dis, pour terminer cette fois vraiment, que nous avons vraiment une volonté, c'est d'être au rendez-vous de la société et de son attente. Euh, je le redis, vous êtes des soldats de l'urgence, il faut en redéfinir donc tout ce périmètre. On ne s'est pas engagé, vous n'êtes pas engagé pour porter des sandwichs d'après-crise ou pour faire du transport sanitaire non urgent. Et le fait que vous soyez présent H24, certains considèrent qu'il suffit de vous appeler, comme ça, le problème est réglé. Mais non, le problème ne sera pas réglé de cette manière. Et donc, comme tu l'as dit, mon cher président, qui nous accueille et que je remercie, vous avez, nous avons des possibilités juridiques de la loi Matras qui inscrit dans la possibilité pour le SDIS de différer, voire de refuser une mission sanitaire non urgente. Eh bien, il faut en prendre acte pour revoir véritablement nos modèles d'accès aux soins. Bon, je n'ai pas, à dire vrai, nos modèles alternatifs sur étagère, mais le principe de réalité nous rattrape et la question doit être retravaillée avec les ministères de la Santé et des Solidarités. Je l'ai déjà dit au nouveau ministre et je vous fais confiance pour le faire demain avec la force qui vous caractérise. Et puis pour terminer, j'étais trop long, mais j'ai vraiment envie de vous dire simplement, au nom des départements de France, quelque part au nom de tous les Français, de dire à nos pompiers simplement merci. Merci pour votre action, qui n'est pas facile. Merci pour ce que vous faites au quotidien. Puis merci aussi peut-être tout simplement pour ce que vous êtes, parce que vous apportez dans notre société un souffle supplémentaire qui participe de la cohésion républicaine, c'est de donner de soi-même pour assurer l'avenir d'un pays qui vit de lourdes turbulences et face à un climat qui ne nous épargne pas. Alors j'ai envie de conclure en vous disant que vive les pompiers de France, que vive la Fédération, et puis quelque part que vive la France, tout simplement.